Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, ceux qui ont vu mon sondage en ligne, je cherchais quelqu'un à inviter sur cette chaîne avec qui je pourrais être en désaccord total. Jusqu'à présent, tous mes invités ici étaient des personnes dont j'approuve largement l'analyse. Je pense qu'il y a de la valeur et de la vertu à parler à des personnes avec lesquelles nous ne sommes pas toujours d'accord. Donc, je n'ai pas encore réussi à trouver un véritable néoconservateur qui voudrait débattre. Mais un ami de l'émission, David Pin, m'a gentiment présenté l'un de ses collègues, qui, nous le savons, a des opinions différentes sur la guerre en Ukraine, l'OTAN et probablement aussi sur la Chine, Robert Bopp. McEntee est le directeur de l'État de l'Utah de la Task Force on National and Homeland Security. Il possède une vaste expérience de planification et de formation dans l'armée de l'air des États-Unis, étant lui-même diplômé de l'Académie de l'armée de l'air des États-Unis. Après avoir obtenu un diplôme en histoire et en allemand, il a travaillé en tant que navigateur et pilote vers la fin de la guerre froide et dans les années 1990 et 2000. Je tiens à souligner que Bob ne se considère pas comme faisant partie du groupe néoconservateur mais comme un républicain conservateur avec une formation militaire. Donc, Bob, je vous remercie beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. C'est une excellente introduction. Merci, Pascal. Merci pour cela. Le but de cette discussion est d'essayer de comprendre comment certaines des choses que nous voyons dans les relations internationales sont liées les unes aux autres et pourquoi nous n'arrivons pas aux mêmes conclusions. Pour commencer, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous-même? Comment décririez-vous vos opinions sur l'Ukraine? À quel point pensez-vous que vos opinions sont courantes dans la société américaine ou dans votre environnement immédiat, comme l'Utah? Yeah, actually tomorrow night, 24, well, a little less than maybe 22 hours En from now, we're going fait, to have a demain debate with soir, Xi dans moins de 22 heures, nous allons avoir un débat avec les Jinping. candidats du GOP à la présidence. Vivek Vivek Ramaswamy sera présent. Donald Trump ne participera pas. La dernière fois, lorsque Vivek a mentionné qu'il ne pensait pas que nous devrions soutenir la guerre en Ukraine, les autres candidats l'ont rapidement critiqué. J'ai été un peu surpris par cela. Nikki Haley et Mike Pence s'y sont opposés. Ceux qui étaient en désaccord avec la position de Vivek ont argumenté que c'était la ligne de front. Ils ne le voient pas simplement comme une guerre par procuration. Je ne qualifierais pas non plus cela de guerre par procuration. C'est plus comme si une nation avait été victime. L'Ukraine ne se préparait pas à la guerre avec la Russie. Ils auraient pu envisager des actions que la Russie n'aimait pas, mais c'est la Russie qui a envoyé des chars en Ukraine, et non l'inverse. Les Américains ont tendance à apprécier le perdant. Dans notre guerre révolutionnaire, nous étions les perdants. Nous avons appris cela à l'école. La France a pris un risque avec nous. Ils nous ont prêté de l'argent. À cette époque, l'Angleterre était la superpuissance. France took a chance on us. France loaned us money, but Great Britain at the time, England was the superpower. And Beaucoup de gens ne pensaient tout simplement pas que nous avions une chance. Environ un tiers des Américains étaient fidèles au roi d'Angleterre. Un autre tiers voulait une révolution. Le tiers restant voulait la neutralité. Ils ne voulaient vraiment pas choisir un camp. Seule une partie de ce tiers qui voulait l'indépendance a réellement combattu. Mais nous venons de ce contexte. Nous comprenons ce que c'est que d'être le sous-chien. Même si nous sommes peut-être une superpuissance maintenant, nous avons toujours de la sympathie. Les gens se demandent d'où nous tirons cette mentalité. Pourquoi les États-Unis devraient-ils toujours aider tout le monde? Nous ne pouvons pas combattre chaque guerre. Nous ne pouvons vraiment pas intervenir partout en Afrique ou partout où il y a de l'injustice. Mais avec l'Europe, nous avons un lien spécial. Il y a 31 pays membres de l'OTAN, y compris les États-Unis et le Canada. Aucun pays n'a jamais quitté l'OTAN. Aucun pays qui l'a rejoint n'en est jamais parti. Nous voyons que certains des États qui faisaient partie de l'URSS ont préféré l'indépendance lorsqu'ils en ont eu l'occasion. J'ai cherché ce que John F. Kennedy a dit dans son discours inaugural. Je pense que le monde se souvient encore de ces paroles, du moins d'une certaine manière. Je vais juste le citer. C'est une courte citation. Il a dit « Que chaque nation sache, qu'elle nous souhaite du bien ou du mal, que nous paierons n'importe quel prix, supporterons n'importe quel fardeau, affronterons n'importe quelle épreuve, soutiendrons n'importe quel ami, nous opposerons à n'importe quel ennemi, pour assurer la survie et le succès de la liberté. » Et il n'a pas dit « alliés », n'est-ce pas? Parce que beaucoup de gens disent ça. Vous savez, j'entends des gens dire « eh bien, vous savez quoi? L'Ukraine n'est pas notre allié. Pourquoi devrions-nous nous soucier de ce qui arrive à l'Ukraine? Eh bien, c'est une façon de voir les choses. Mais il a dit « soutenir n'importe quel ami ». Même s'il y a,
Je veux bien admettre qu'il pourrait y avoir de la corruption en Ukraine, n'est-ce pas? Je ne connais pas les détails, mais j'entends beaucoup de choses à ce sujet. Donc je suis sûr qu'il y en a. Et il y en a aussi aux États-Unis, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas exempts de corruption non plus. Mais nous pouvons voir qu'on leur refuse leur liberté, n'est-ce pas? Du moins la partie que la Russie veut prendre. Et donc nous dirions, soyons à la hauteur de ce que John F. Kennedy nous a inspiré à dire. Aidons la personne dont la liberté est bafouée. Je vois ça un peu comme si vous voyez une femme dans la rue se faire violer, vous ne diriez pas, eh bien, est-elle ma parente ou ma sœur? Alors je n'ai pas à l'aider si elle n'est pas ma parente. J'espère que l'instinct de la plupart des gens serait de dire, ce n'est pas juste. Aidons cette personne qui est violée, n'est-ce pas? Yeah. So I have two questions here. One is Oui, j'ai deux questions ici. La première est que beaucoup de cette argumentation repose sur la façon dont vous percevez cette guerre, n'est-ce pas? Au début, vous avez laissé entendre que l'on pourrait la considérer comme une guerre par procuration dans un certain sens. Personnellement, je considère effectivement cela comme une guerre par procuration. Il me semble que la plupart, sinon la totalité, de la justification de la part de la Russie pour envahir et que la Russie affirme que cette expansion de l'OTAN doit cesser. Ils prétendent être menacés et posent un ultimatum. Ils disent, non, nous ne faisons pas ça. Au lieu de cela, nous allons en guerre avec une nation à laquelle ils sont liés de la même manière que les États-Unis sont liés au Canada. Une guerre entre la Russie et l'Ukraine est aussi tragique sur le plan humain que le serait une guerre entre les États-Unis et le Canada. C'est une chose. L'autre, c'est cette idée que les États-Unis soutiennent la liberté. Ils semblent le faire uniquement lorsque c'est politiquement opportun sur le plan géopolitique. Il n'est pas question des États-Unis défendant la liberté en Arabie saoudite, qui décapite littéralement environ 60 personnes chaque année. Et il y a des alliés des États-Unis qui ont des valeurs complètement différentes de ce que proclame habituellement la direction de Washington. Comment expliquez-vous ces contradictions? Usually proclaims. How do you make sense of these contradictions? Vous savez ce que j'aimais dans l'armée de l'air? J'ai pu voyager à travers le monde. J'ai même vécu en Arabie saoudite pendant un certain temps. Nous étions des invités là-bas. Et je vous le dis, l'Arabie saoudite est très sûre. Vous pouvez vous promener dans les rues la nuit sans trop craindre, car, comme vous l'avez dit, ils punissent sévèrement le crime. Ils punissent généralement le plus les étrangers. Ils ne sont pas si désireux de punir leurs propres citoyens. Ils laissent leurs citoyens s'en sortir avec beaucoup de choses. Il y a de l'injustice, mais les Saoudiens ont une certaine liberté. S'ils voulaient venir aux États-Unis et lever la main pour dire « Eh, je demande l'asile, mon pays est terrible », nous en laisserions probablement entrer certains. Nous avons laissé beaucoup d'Iraniens venir ici. Lorsqu'ils n'aimaient pas vivre sous le Shah ou le régime qui a suivi, ils sont venus en Amérique, et nous les avons laissés rester. Je pense qu'ils font d'excellents citoyens. Donc, le cadre compte, selon la façon dont vous le considérez. Mais nous sommes un peu plus sensibles à l'Europe. Les racines idéologiques de l'Amérique viennent d'Europe. La plupart des gens qui sont venus ici étaient anglais, irlandais, allemands, un bon mélange d'Européens, y compris quelques Italiens. Probablement pas beaucoup de Suisses, mais peut-être quelques-uns. La Suisse est un excellent exemple en raison de sa neutralité. Ils fournissent également des armes à leurs hommes. Ce n'est pas une neutralité pacifiste, du genre à rester assis sur le canapé avec des sandales. Vous auriez peur d'envahir la Suisse. En fait, j'apprécie ce qu'a dit l'amiral Yamamoto à propos des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a déclaré que vous ne pourriez jamais envahir le territoire américain continental car il y aurait un fusil derrière chaque brin d'herbe. C'est vrai. Les Américains aiment leurs armes. Je pense que c'était en partie la faute de certains pays de l'OTAN si l'Ukraine n'avait pas les meilleures défenses. Laissez-moi vous donner un autre exemple. J'ai des extincteurs dans ma maison car la prévention est une bonne chose. Je veux arrêter un incendie lorsqu'il est petit. Nous n'avons pas fait cela avec l'Ukraine. Je blâme un peu le président Biden. Je pense qu'il aurait pu faire un bien meilleur travail. Il semblait que lorsque la Russie disait qu'elle n'allait pas envahir, peut-être qu'il les croyait, ou peut-être qu'il le voulait. Je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que Donald Trump aurait travaillé plus dur pour empêcher la guerre de se produire, ce qui serait idéal. Non, je veux dire, si vous pouvez arrêter une guerre, c'est mieux que d'avoir une guerre par procuration. Et je ne sais pas si nous l'avons d'abord considérée comme une guerre par procuration, nous allons envoyer une aide. Et je vous le dis, je suis content que nous n'envoyions pas de soldats américains, que nous envoyions juste une aide et que les Ukrainiens soient prêts à se battre. C'est comme si les Vietnamiens avaient battu les États-Unis car ils avaient reçu de l'aide de la Chine et de la Russie et qu'ils avaient la volonté de se battre. Ils ne voulaient pas abandonner leur terre. N'est-ce pas? Ils ont juste continué à se battre contre les États-Unis. Je veux dire,
Certains Vietnamiens voulaient que nous gagnions cette guerre et prenions le contrôle de leur pays. Cela aurait pu être une situation similaire à celle de l'Allemagne ou du Japon. Mais les communistes voulaient se battre. D'après ce que j'entends, les rapports suggèrent que les Ukrainiens ont certainement la volonté de se battre. Et c'est vraiment de cela qu'il s'agit dans la guerre, n'est-ce pas? Même si la Russie a peut-être des forces supérieures et un plus grand nombre d'hommes, si vous voulez envahir et occuper un pays, vos soldats seront en danger. Il y aura des Russes morts en patrouille. Tant qu'ils resteront là, les Ukrainiens tueront des Russes. À un moment donné, les Russes décideront que cela ne vaut pas la peine. J'aimerais qu'ils croient davantage en la neutralité. Il y a cette paranoïa russe qui pose problème depuis longtemps. Toute frontière russe a connu la guerre. Il y a eu des guerres avec la Finlande, le Japon, la Mongolie, l'Ukraine et la Pologne. Les Russes ont marché sur Berlin à plusieurs reprises. Ils semblent avoir cette paranoïa à l'égard de l'OTAN, mais ils ne semblent pas nous comprendre. L'OTAN ne cherche pas à prendre le contrôle de leur toundra gelée. Nous ne voulons pas de la Russie. Je ne connais personne qui en ait jamais voulu, et quiconque a jamais essayé d'occuper la Russie n'a pas eu de chance. D'accord. Si je peux ajouter mon... Désolé. D'accord. Je veux juste ajouter un point, c'est que tout Russe de mon âge ou plus âgé, disons 35 ans et plus, se souviendra qu'ils sont nés dans un pays avec un passeport qui n'existe plus, n'est-ce pas? Ils étaient citoyens soviétiques, y compris les Ukrainiens, les Biélorusses, et ainsi de suite, jusqu'au Kazakhstan. Ils étaient citoyens soviétiques, tout comme les Russes, et ce pays s'est brisé. Ensuite, vous lisez ces textes de haine accent aigu conservateurs aux États-Unis et de groupes de réflexion qui disent « Oh, nous devons diviser la Russie ». Ils suggèrent que la Russie devrait devenir 15 ou 20 États successeurs afin de ne plus jamais être une menace. Ces personnes se souviennent également que la dernière fois que leur pays s'est brisé, dans les années 1990, ce fut une décennie horrible pour la Russie. C'était absolument horrible en raison de la dévastation économique et de la vente de l'État. L'espérance de vie moyenne est tombée à environ 57 ou 58 ans, et des millions de Russes sont morts d'alcoolisme, et ainsi de suite. Vous vous souvenez que cela vous est arrivé, et ensuite vous voyez des gens qui disent officiellement que c'est ce qui devrait nous arriver à nouveau. Maintenant, en ce qui concerne la question de l'Ukraine, je demanderai, où pensez-vous que la guerre a commencé? En 2022, en 2014 ou en 2008? Eh bien, je veux dire. C'est l'Europe. Je suis spécialisé en histoire américaine, et j'ai choisi l'histoire américaine parce que c'est seulement à ce point, n'est-ce pas? L'histoire européenne en a tellement. Et c'est le problème pour essayer de répondre à cela. Eh bien, oui, 2008, c'est quand je pense que c'est quand ils ont pris la Crimée, n'est-ce pas? Non, c'était en 2014. Oh, 2014, c'est ça. D'accord. Donc, ils ont pris des parties de la Géorgie. Ils ont réprimé une rébellion en Tchétchénie. Ensuite, ils ont repris la Crimée en 2014 sous Obama. C'est vrai, car ces événements se sont produits, l'un sous Obama et l'autre sous Biden. Ce sont tous deux des présidents démocrates qui ne sont pas très portés sur l'armée. Je veux dire, je pense que nous devrions le noter, n'est-ce pas? L'Amérique, cela aurait pu ne pas se produire. Par exemple, l'Iran a rendu les otages une fois que Ronald Reagan a été investi. Il ne pouvait pas rendre les otages assez rapidement, n'est-ce pas? Donc, si nous avons un président fort, je pense que cela empêche les guerres. Mais revenons à la Russie. La Russie et les États-Unis, la Russie était appelée l'Union des républiques socialistes soviétiques, n'est-ce pas, l'URSS. Et ils ont essayé de prétendre un peu qu'ils étaient les États-Unis, je pense, d'une certaine manière. Ils avaient tous ces pays satellites qui voulaient se joindre à eux et, regardez, nous avons une constitution. Mais en réalité, ils ne sont similaires qu'en surface. Aux États-Unis, chaque État a demandé à devenir un État. Ils ont dû demander, n'est-ce pas? Et ensuite, ils ont dû être votés par notre Congrès. Nous avons ajouté tous les États un par un, en commençant par les très originaux. L'inclusion d'Hawaï pourrait être considérée comme quelque peu involontaire, mais ils ont quand même dû faire une pétition et être votés. Certains Hawaïens autochtones pourraient avoir des problèmes avec cela, bien que je crois qu'ils sont peu nombreux. De plus, ils ne cherchent pas activement à partir. En revanche, considérez l'approche de la Russie. L'Ukraine a-t-elle fait une pétition pour devenir un État soviétique? Non, ils ont été pris en charge, tout comme la plupart des pays d'Europe de l'Est. Même s'ils n'étaient pas officiellement partis de l'URSS, des pays comme la Pologne étaient sous l'influence soviétique parce que les soviétiques voulaient contrôler l'Europe de l'Est et créer une zone tampon. Ces pays étaient mécontents sous le régime soviétique. Les gens désirent la liberté. Il est regrettable que la Russie et les États-Unis ne soient pas des alliés plus proches, car nous partageons de nombreuses similitudes,
y compris un héritage chrétien, qui n'est pas toujours évident. C'est regrettable que l'histoire se soit déroulée comme elle l'a fait. La Russie n'a pas réalisé qu'il est plus efficace d'être attrayante afin que les États veuillent rejoindre volontairement et conserver une certaine liberté et autonomie. But then what do you make out of the Donbass? Like since 2014, so in 2014 we've had this Mais alors, que pensez-vous du Donbass? Depuis 2014, il y a eu un moment crucial. En février de cette année-là, l'Ukraine s'apprêtait à signer un accord d'association avec l'Union européenne. Cependant, le président de l'époque, M. Yanukovych, qui avait été élu démocratiquement, a décidé de signer un accord d'association avec la Russie à la place. L'accord russe permettait à l'Ukraine de signer également avec d'autres pays. En revanche, l'accord européen stipulait que l'Ukraine ne pouvait signer qu'avec l'UE et non avec la Russie. Ainsi, Yanukovych a choisi l'accord russe. Cette décision a entraîné de grandes manifestations dans les rues, au cours desquelles des personnes sont mortes. Il a été destitué du pouvoir un an avant la fin de son mandat. Par la suite, un parlement et un exécutif profondément anti-russes et pro-européens sont arrivés au pouvoir. C'est à ce moment-là que Victoria Nuland a fait son célèbre commentaire « F l'Union européenne », suggérant qui devrait diriger l'Ukraine. Ces personnes auxquelles elle faisait référence sont alors arrivées au pouvoir. En réponse, 2 républiques du Donbass ont commencé leur rébellion contre le gouvernement central, entraînant des affrontements. Ces 2 régions font également partie de l'Ukraine, mais elles ne sont pas d'accord avec le gouvernement central à Kiev. Que pensez-vous de cette situation? That agrees with central Kiev, Ukraine. What do you make out of this part? Well, you know, Vous savez, je regarde mon pays, les États-Unis, et je vois qu'il est aussi très diversifié, n'est-ce pas? Le gouvernement en Californie n'est pas le même que le gouvernement en Utah, même s'il y a beaucoup de similitudes. Nous avons eu une guerre civile sanglante, où nous avons perdu le plus de vies. Donc, oui, il y aura de la controverse. Je pense toujours que la raison pour laquelle vous voyez que les gens voulaient une affiliation européenne est parce que les gens veulent la liberté. C'est ce que je vois. Et c'est pourquoi je ne vois pas cette guerre disparaître. Un de nos pères fondateurs, Patrick Henry, a dit « Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort ». Nous nous souvenons particulièrement bien de cette citation car elle est toujours sur les plaques d'immatriculation du New Hampshire. Il était de Virginie, mais le New Hampshire utilise la phrase « vivre libre ou mourir » comme devise. Mais la citation « Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort » résonne en moi. Oui, nous pourrions continuer sans vouloir provoquer la Troisième Guerre mondiale avec la Russie. C'est vrai, nous préférerions que ce conflit reste contenu tel qu'il est, et peut-être qu'il y ait une négociation de paix, ou peut-être que nous apportions suffisamment de soutien aux Ukrainiens pour aider à repousser les Russes, ou que les Russes décident simplement de se retirer. Mais les gens veulent cette liberté, et je pense que l'Europe l'offre. Et la Russie, regardez ce qu'ils ont fait quand ils ont envahi. Ils ont fait rejoindre l'OTAN à la Suède, longtemps neutre, et à la Finlande, longtemps neutre, parce qu'ils avaient peur. Ils ne comprennent pas. Ils agissent comme un petit ami abusif, effrayant la femme jusqu'au bras de la police. C'est pourquoi l'Ukraine veut rejoindre au plus vite l'OTAN. Ils recherchent ce bouclier protecteur. Bien sûr, l'OTAN devrait dépenser davantage pour la défense, à mon avis. Mais considérons ce que nos pères fondateurs américains ont exemplifié. Patrick Henry n'a pas simplement dit n'importe quoi. Il a déclaré « Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort » en 1775. Ce sentiment résonne encore aujourd'hui chez les gens. Il ne s'agit pas de reculer parce que l'adversaire est un grand pays qui pourrait nous écraser. L'Angleterre était bien plus puissante que l'Amérique, et la Russie est un adversaire puissant avec une énorme force nucléaire. Cependant, nous ne pouvons pas nous recroqueviller de peur. L'ours doit rentrer chez lui avec une patte ensanglantée, à mon avis. Permettez-moi d'ajouter un autre point. Nous faisons face à une épidémie de vol à l'étalage dans certaines parties des États-Unis, en particulier dans les zones gouvernées par les démocrates, qui représentent la partie la plus libérale de notre pays, contrairement aux républicains, qui sont plus axés sur la loi et l'ordre. Par exemple, Target ferme 9 magasins dans des villes et des États dirigés par les démocrates. Ils viennent de l'annoncer aujourd'hui. La raison en est que le vol à l'étalage est devenu rampant. Dans des endroits comme la Californie, Washington et l'Oregon, on n'arrête pas les voleurs à l'étalage. Ces crimes sont négligés. Je vois un parallèle ici. La manière de dissuader l'agression n'est pas de l'apaiser, mais de la renvoyer chez elle punie. Je crois fermement que l'ours russe doit avoir sa patte ensanglantée et être renvoyé chez lui. D'accord. Je comprends la logique, mais alors ma question en retour est, que dire des libertés des habitants du Donbass?
vous savez, à Luhansk et Donetsk, qui disent vouloir l'indépendance vis-à-vis de l'Ukraine? Deuxièmement, que se passe-t-il lorsque d'autres États agissent de la sorte? Parce que pour moi, il est frappant de constater que cette ligne d'argumentation est si prédominante en ce moment. Pourtant, il y a 20 ans, les États-Unis ont envahi l'Irak sur un prétexte complètement fabriqué. L'Irak a été ensanglanté et épuisé. Le dirigeant a été pendu et 1 million de personnes sont mortes. C'est un crime absolument horrible. Mais cela semble être balayé d'un revers de main comme si c'était un simple « oupsie-daisy », c'est arrivé. Mais quand la Russie fait quelque chose qui ne peut être comparé, alors le monde entier doit se lever et défendre la liberté. Que dire de la liberté en Irak? Eh bien, d'accord, voici la partie délicate. Vous devez prendre des décisions avec ce que vous savez à ce moment-là, n'est-ce pas? Parce que nous avons beaucoup entendu parler d'armes de destruction massive avant la guerre du Golfe. Et Saddam avait effectivement des armes de destruction massive. Il possédait une centrale nucléaire que les Israéliens ont détruite parce qu'ils la considéraient comme une menace. Donc, nous savons qu'il avait un programme. Il a peut-être été exagéré. Ils ont peut-être vendu la guerre au peuple américain. Je veux dire, nous savons qu'il n'y avait rien. Nous savons qu'à l'époque, la CIA et d'autres ont averti l'administration Bush, vous savez, que nous n'avons rien. D'accord. Mais nous avions des accords de sécurité avec l'Arabie Saoudite. Et tu sais quoi? Saddam a bien envoyé des chars au Koweït. Exact. Donc peut-être que ta neutralité est une bonne idée. Je pense que si la Russie respectait ta neutralité, ce serait mieux. Pareil pour Saddam Hussein. S'il n'était pas allé au Koweït et n'avait pas menacé d'envahir l'Arabie Saoudite, je pense qu'on l'aurait laissé tranquille. On l'a laissé tranquille avant ça. En fait, je pense qu'il a même été un atout de la CIA à un moment donné. Mais pour revenir à ton point, je dirais que pour ces deux parties du Donbass, et quel est l'autre? Je ne suis pas très fan de ces noms. Ils me sont étrangers. Mais les deux régions, Luhansk et Donetsk, il serait approprié, et je pense que les États-Unis auraient la légitimité pour dire ceci. Si nous leur avons accordé toute cette aide et admettons qu'ils gagnent, nous pourrions dire. Et, regardez, vous savez quoi? Vous devriez permettre des élections. Il devrait y avoir des observateurs des États-Unis, n'est-ce pas? Et d'autres observateurs européens de ces élections. Parce que si vous voulez être une démocratie et que vous voulez la liberté, alors vous devriez le permettre pour ces régions aussi. Je sais que c'est un peu difficile car les pays ne veulent pas être divisés. La guerre civile américaine a eu lieu parce que nous ne voulions pas laisser le Sud faire sécession. Peut-être aurions-nous dû, n'est-ce pas? Mais nos fondateurs auraient peut-être permis aux États de faire sécession, pourtant nous ne l'avons pas fait, et donc nous avons eu une guerre. Donc, je pense que nous pourrions tirer la leçon et dire, regardez, si l'Ukraine veut se battre pour la liberté, c'est génial, nous sommes tous pour. Mais si ces deux régions, que j'appellerais des États, veulent faire sécession et devenir partie de la Russie, vous devriez leur permettre de voter. Et peut-être réaliser que dans 10 ou 20 ans, ils voudront revenir car ils verront que vivre sous le joug russe n'est pas ce qu'ils veulent. Ils préféreront peut-être être alignés avec l'Europe, et je pense que l'Ukraine a un assez grand héritage européen. Je peux donc comprendre pourquoi ils voudraient être plus dans l'orbite européenne que russe. Mais je conviendrai qu'il y a de la place pour dire, vous devriez faire ce que vous prêchez et permettre à ces deux États de voter. Thanks for that. I was wondering about. Je suis d'accord. Merci pour cela. Je me suis demandé pourquoi la neutralité n'a pas émergé comme une solution naturelle pour l'Ukraine. À mon avis, partagé par de nombreuses personnes aux États-Unis, de Noam Chomsky à Henry Kissinger, l'Ukraine devrait être neutre. Depuis 2014, Kissinger affirme que l'Ukraine doit adopter la neutralité. Tout comme l'Autriche est restée neutre pendant la guerre froide et n'a pas été violée, l'Ukraine devrait maintenant être neutre et retirée de la table. Nous savons que la dernière tentative diplomatique des Russes avant l'invasion à grande échelle en 2022 a eu lieu en décembre 2021. Ils ont envoyé 2 projets de traité à Washington et à Bruxelles, au siège de l'OTAN, proposant un accord de sécurité pour l'Europe qui garantirait que l'Ukraine soit retirée de la table. Elle ne deviendrait pas membre de l'OTAN ou de toute alliance de sécurité, ce qui revient essentiellement à déclarer l'Ukraine neutre. Cependant, cette proposition a été rejetée catégoriquement par les États-Unis et l'OTAN. Ils ont déclaré que la porte est ouverte, que l'Ukraine peut rejoindre à tout moment, et en fait, l'Ukraine rejoindra car cela fait partie de la constitution ukrainienne depuis 2014 qu'ils visent à rejoindre l'OTAN. Nous ne leur fermons pas la porte. Pourtant, fermer la porte aurait pu empêcher toute la guerre en rendant l'Ukraine neutre. Alors, pourquoi pensez-vous que cette neutralité n'était pas acceptable, et n'est-ce pas la raison de la guerre? Well, I
Eh bien, je vois les choses de cette façon. Pensez à l'Ukraine comme une personne. Ne devrait-il pas être libre de choisir avec qui ils veulent, disons, se marier? Que ce soit l'Union européenne, l'OTAN ou la Russie. Je vois cela comme une paranoïa russe et ensuite la peur de l'OTAN et des États-Unis de ce que la Russie pourrait faire qui force l'Ukraine à être neutre. Pourquoi l'Ukraine ne peut-elle pas être libre de s'associer à qui elle veut? En fait, l'une de nos libertés constitutionnelles aux États-Unis est la liberté d'association. Nous avons le droit d'aller à l'église de notre choix, de fréquenter les personnes que nous voulons et de former des partis politiques. Cela fait partie de la liberté d'association. Et je pense que l'Ukraine mérite cela. Il ne devrait pas être neutre simplement parce que la Russie a peur de ce qui pourrait arriver. Now, Si Cuba décidait de conclure un traité d'État avec la Chine et de permettre à 10 000 soldats chinois et une énorme base militaire juste à côté de la baie de Guantanamo, juste en face, cela vous conviendrait-il? Seriez-vous d'accord avec cela? C'est le même principe. Eh bien, je veux dire, je ne serais pas d'accord. Mais, vous savez, nous permettons à la Russie de faire voler des bombardiers nucléaires au Venezuela. Je ne pense pas que ce soit génial. La doctrine Monroe, c'est ainsi que nous l'appelons, a été établie par le président Monroe. Il a dit, regardez, c'est tout notre continent, non? Les États-Unis, y compris l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. C'est notre territoire, ne l'empiétez pas. Et c'est pourquoi nous avons eu la crise des missiles cubains. En fait, je pense que cela a maintenu la paix. Mais pourquoi les États-Unis peuvent-ils avoir la doctrine Monroe, et les Russes ne peuvent même pas avoir un Near Abroad? Vous savez, même un pays voisin? Eh bien, c'est à cause des pays européens. Peut-être avons-nous besoin de plus de programmes d'échange avec la Russie, n'est-ce pas? Je veux dire, bien sûr, ils ne feraient que nous espionner. Mais le fait est qu'ils ont une telle paranoïa. C'est comme si l'Occident n'avait pas envie de conquérir la Russie. Nous pourrions vouloir la contenir, vous savez. Nous pourrions vouloir des accords commerciaux favorables, mais nous ne cherchons pas à prendre le contrôle de la Russie. Et je pense qu'ils ont peur de ça parce qu'ils ont eu des guerres à toutes leurs frontières. Ils ont eu des guerres avec l'Ukraine auparavant. Les Ukrainiens se souviennent qu'ils n'ont pas été bien traités sous l'URSS. Lorsqu'ils ont essayé de mettre en place la collectivisation agricole, de nombreux Ukrainiens sont morts de faim à cause de cette politique. On n'oublie pas ça. J'ai parlé à ma grand-mère. Elle est née en 1898. Donc, ces choses se transmettent. Les Ukrainiens qui ont vécu cela dans les années 20 ou 30 s'en souviennent. Ils ont eu une guerre avec la Russie dans les années 20 lorsqu'il était nouvellement soviétique. Puis ils ont eu ces politiques dans les années 30. Ils vont s'en souvenir. C'est toujours dans leur conscience. Ils se souviennent de ça. Ils n'aiment pas comment ils ont été traités, donc ils ne veulent pas être forcés dans une neutralité qu'ils ne veulent pas. Je comprends cela, et ne me méprenez pas, je comprends pourquoi les Ukrainiens se battent. Je suppose que si j'étais Ukrainien, je me battrais probablement aussi, car si on vous attaque, vous vous battez. Je comprends pourquoi ils se battent. Et ce que vous dites à propos de l'Holodomor, avec ces horribles 2 à 3 millions de personnes qui sont mortes de faim dans les années 1930, c'est absolument horrible. Et bien sûr, cela reste ancré dans la conscience collective, de la même manière que l'Holocauste est ancré dans la conscience collective de tous les Juifs. Je suis tout à fait d'accord. Ce que je ne comprends pas, c'est que, vous savez, si nous reprenons la métaphore de la rue, si vous voyez un petit gars et un grand gars se battre et que les deux se prennent des coups, la première réaction n'est-elle pas d'essayer de les séparer et de dire stop, les gars? Alors que ce que nous faisons actuellement, ce qu'il me semble, c'est que nous poussons le petit gars. Nous donnons encore plus de battes de baseball au petit gars, etc. Et ensuite, l'autre en obtient une plus grosse, et le petit se fait encore plus battre. Ce qui me fait saigner le cœur, c'est de voir tant d'Ukrainiens et de Russes mourir pour quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu en premier lieu. Donc, la réaction naturelle serait de dire, arrêtez les gars, immédiatement. La chose la plus importante est que vous arrêtiez car même le petit gars se fait vraiment, vraiment horriblement battre en ce moment. Je comprends cela, mais je pense que cela se rapporte au sentiment, donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort. L'idée est que vous allez vouloir vous battre si quelqu'un menace votre liberté. Nous avons des exemples historiques, comme lorsque les Russes ont envahi l'Afghanistan en 1979. Ils n'ont pas perdu un grand nombre d'hommes. Si je me souviens bien, c'était autour de 10 000 ou 25 000. Je ne pense pas qu'ils aient perdu plus de 25 000 hommes en Afghanistan. Cependant, ils ont décidé que c'était trop et que les pertes ne valaient pas la peine. Donc, j'espère que l'histoire se répète. En Russie, il y a un précédent selon lequel si le leader, que ce soit de l'époque soviétique ou de la Russie actuelle, est en train de perdre une guerre, c'est mauvais pour leurs relations publiques. Le problème, c'est que si l'histoire se répète,
Cela signifie qu'il y a 15 ans, les États-Unis envahiront l'Ukraine. C'est ce qui s'est passé avec l'Afghanistan. L'Afghanistan a été un endroit très triste pendant 40 ans. Donc, si l'histoire se répète, alors dans 15 ans, nous aurons des soldats américains sur le sol ukrainien. La raison pour laquelle nous avons envahi l'Afghanistan, que nous avons été l'un des rares à le faire avec succès, était prétendument parce que les talibans avaient collaboré avec Oussama Ben Laden. Ils ont attaqué directement les États-Unis sur notre territoire. Ils ont visé les 2 bâtiments à New York, le World Trade Center et le Pentagone. Nous ne voulions pas qu'une telle attaque se reproduise. C'est du moins l'histoire. Je ne connais pas tous les détails. Mais nous avons estimé que la guerre était justifiée. La manière dont nous nous sommes retirés de là était malheureuse. Notre mauvais retrait d'Afghanistan a peut-être tenté la Russie à envisager une expédition. Ils auraient pu le faire parce qu'ils nous craignaient moins. Après tout, nous étions juste à côté de la Chine et à côté de la Russie. Votre audio a disparu. Pour une raison quelconque, votre audio a disparu. Je suis désolé. Suis-je de retour? D'accord. Donc, lorsque nous avons envahi l'Afghanistan et l'avons soumis, nous avons essayé de lui donner une certaine mesure de démocratie, avec laquelle je suis d'accord. Un néoconservateur pourrait penser que nous pouvons transplanter la démocratie en Afghanistan. Je sais que cela ne va pas fonctionner, n'est-ce pas? Leur culture entière ne penche pas vers la démocratie. Elle penche vers le fait d'avoir un leader. La plupart des nations arabes sont ainsi. Elles ont encore des rois, n'est-ce pas? L'Arabie saoudite a une famille royale. La Jordanie aussi. Elles ont un état d'esprit différent. Nous ne pourrons pas transplanter nos idéaux dans la plupart des pays arabes aussi facilement. Regardez l'Iran. C'est une autocratie religieuse. Donc, ils sont très différents. Mais nous avons maintenu l'ordre là-bas. Et je pense que c'était un retrait raté qui nous a fait paraître faibles. Et je pense que cela a peut-être tenté les Russes de penser que c'était peut-être le moment de récupérer un peu de territoire. Mais je pense vraiment que la Russie aurait dû maintenir sa neutralité et laisser l'Ukraine décider. Et je pense peut-être qu'ils avaient raison de pousser pour des élections dans ces régions. Mais je vais vous dire, étant irlandais, je suis à moitié irlandais, n'est-ce pas? Et je me souviens toujours de notre héritage de là-bas. Les Anglais ont déplacé un tas de gens en Irlande du Nord, puis ont décidé d'organiser des élections. Ils ont attendu qu'il y ait suffisamment d'Anglais en Irlande du Nord avant de dire « organisons des élections ». Soudain, 1/6 de votre pays vote pour partir. Ces résultats peuvent être orchestrés. Si les Russes déplaçaient beaucoup de gens dans une région puis organisaient des élections, cela serait-il valide? Les choses doivent être faites correctement, sinon elles ne devraient pas être faites du tout. Il faut que ce soit fait de la bonne manière. Nous avons besoin d'élections honnêtes là-bas. Peut-être que certaines personnes veulent vraiment se séparer. Ou peut-être que l'alternative est de dire, si vous voulez partir et vivre en Russie, allez-y. Nous n'avons pas besoin d'imposer un gouvernement à l'américaine en Ukraine. Nous devrions être un allié et les aider à maintenir leur liberté de choisir leur mode de vie. S'ils veulent rester neutres comme la Suisse ou l'Autriche, cela pourrait leur être bénéfique. Cependant, ils devraient toujours avoir la liberté de choisir s'ils veulent s'aligner sur la sphère russe ou sur les États-Unis, l'OTAN ou l'UE. Yeah, but don't you think that this would automatically solicit further intervention from the US? I mean, again, you just Oui, mais ne pensez-vous pas que cela entraînerait automatiquement une intervention supplémentaire des États-Unis? Je veux dire, vous venez de faire allusion au fait que vous êtes d'accord avec la doctrine Monroe. Vous savez, l'idée que l'hémisphère occidental est l'arrière-cour des États-Unis, n'est-ce pas? Donc, Cuba ne devrait pas avoir la liberté de conclure un accord de sécurité avec la Russie ou la Chine car cela serait évidemment une menace pour les États-Unis, n'est-ce pas? J'entends cela souvent. Vous avez parlé de la paranoïa de la Russie concernant sa sécurité. Mais j'entends aussi beaucoup parler des États-Unis considérant la construction d'îles chinoises à l'autre bout du Pacifique comme une grande menace. Et cela revient souvent, n'est-ce pas? Il y a une seule base militaire que la Chine possède en Afrique, à Djibouti, et elle est considérée comme une menace militaire pour les États-Unis. Comment se fait-il que vous considériez cet hémisphère comme l'arrière-cour des États-Unis, mais que d'autres grandes puissances et pays ne devraient pas être paranoïaques, même s'ils ont été divisés il y a seulement 35 ans? D'accord. Aux États-Unis, nous sommes probablement allés trop loin dans l'autre sens car nous n'avons pas respecté la doctrine Monroe, n'est-ce pas? Nous ne contrôlons plus le canal de Panama que nous avons construit, et c'est une voie d'eau très stratégique. Jimmy Carter l'a cédé. Il est internationaliste. Qui appartient au Panama.
Oui, mais la Chine le gère, n'est-ce pas? Donc, nous avons abandonné un atout stratégique majeur pour lequel nous avons perdu des vies à le construire, n'est-ce pas? Et je ne pense pas que quelqu'un aurait pu nous le prendre, mais nous l'avons abandonné. Et cela a entraîné un grand changement de pouvoir, n'est-ce pas? Nous ne contrôlons plus le canal de Panama. J'étais là-bas à la base aérienne de Howard au Panama, n'est-ce pas? Quand les États-Unis le contrôlaient entièrement. Nous avons donc laissé d'autres pays s'implanter. Je suppose que nous avons commis une erreur en faveur de la paix, et pourtant cela pourrait finir par être utilisé contre nous. Je pense simplement que l'Europe, que l'Ukraine fait vraiment partie de l'Europe. Et il doit y avoir une ligne à ne pas franchir, que la Russie ne vienne pas dans les pays de l'OTAN, n'est-ce pas? Et ils le savent. Mais l'Ukraine veut ce parapluie européen, ou du moins la plupart de l'Ukraine le veut, et ils devraient pouvoir dire, vous savez, nous voulons cela. Et donc la paranoïa russe doit réaliser que, bon, nous pourrions ne pas être d'accord avec vous pour construire un empire et annexer de nouveaux pays, comme la Moldavie ensuite, et peut-être la Pologne, mais nous sommes d'accord avec vous pour avoir la main mise sur la Russie, n'est-ce pas? Alors, d'accord, laissons cela de côté. En fait, le canal de Panama est vraiment intéressant car il existe un traité d'État valide entre les États-Unis et le Panama qui, de manière amusante, neutralise littéralement le canal de Panama. C'est le terme qu'ils utilisent. Le canal de Panama est une voie de neutre en temps de paix et en temps de guerre. Je ne sais pas quelles pourraient être les implications supplémentaires, mais c'est un sujet intéressant. Peut-être pourrions-nous y revenir une autre fois. En ce qui concerne l'Ukraine, si nous considérons un monde parfait, rien de tout cela ne se serait jamais produit. Nous aurions une Ukraine heureuse et prospère et une Russie heureuse et prospère, n'est-ce pas? Nous pouvons être d'accord là-dessus. Ce serait dans l'intérêt de tout le monde. Maintenant, nous avons ce problème. Quelle est la suite? La Russie a incorporé la Crimée à son territoire en 2014 et a récemment incorporé ces 4 régions. Maintenant, si ce que vous dites se réalise et que l'Ukraine entre dans l'OTAN, et que l'Ukraine ne renonce à aucun de ses territoires, cela signifierait que dès qu'elle signe le traité de l'OTAN, l'OTAN importerait un conflit territorial. Un conflit difficile, où nous aurions 2 États avec des revendications qui se chevauchent, serait importé dans l'OTAN. Cela pourrait automatiquement signifier que l'Ukraine pourrait déclencher l'article 5, en disant « Regardez, ces troupes russes sont sur notre territoire, maintenant vous devez nous aider. » Est-ce quelque chose que vous pensez valoir la peine ou non? Eh bien, non, c'est trop loin. Je pense que c'est pourquoi nous avons dit à l'Ukraine qu'ils ne seront pas éligibles pour rejoindre l'OTAN tant que cette guerre ne sera pas terminée. Que ce soit par un traité de paix qui la résout ou en chassant les Russes, peu importe. Mais aussi, l'OTAN nécessite l'accord de tous les 30 pays, n'est-ce pas? Et nous avons vu que la Turquie n'a pas approuvé la Suède, ou était-ce la Finlande? L'une des deux, la Suède. La Suède, merci. Je suis sûr qu'il y aurait quelqu'un pour protester, probablement la Turquie. La Turquie est assez amicale avec la Russie aussi. Nous devons le reconnaître. Ils ne sont pas complètement dans la sphère des États-Unis. Nous avons une base là-bas, mais ils sont aussi très amicaux avec les Russes. Je suis sûr que la Turquie protesterait au nom de la Russie et ne permettrait pas que cela se produise. Nous ne voulons pas déclencher une guerre en signant un traité comme celui-là. J'aime ce que ce général russe, enfin, pas vraiment un général russe, vous savez, le général contractuel Petrovitch ou quelque chose comme ça. Désolé, j'ai du mal avec son nom. Mais le général qui a essentiellement dit qu'il allait marcher sur Moscou, n'est-ce pas? Il en avait assez de la façon dont il menait la guerre là-bas. Et j'aimerais qu'il y ait un peu plus de cela en Russie. Maintenant, ils sont très sévères dans la façon dont ils réagissent à ces choses. Mais ici aux États-Unis, les protestations contre le Vietnam ont eu un effet sur le gouvernement. Cela a fait en sorte que le gouvernement n'ait pas la volonté de maintenir la conscription et de continuer à envoyer des soldats. Donc, si les Russes pouvaient d'une manière ou d'une autre protester pacifiquement ou leur faire savoir que cette guerre n'en vaut pas la peine. Parce que je pense que beaucoup de Russes pourraient avoir cette opinion. Comme vous l'avez dit, si vous êtes un homme d'un certain âge, vous vous souvenez de l'Union soviétique. Mais beaucoup de jeunes hommes ont quitté la Russie parce qu'ils ont dit « Je ne veux pas être pris dans la guerre de Poutine ». Et donc, autant d'hommes qu'il a recrutés, autant il en a perdu parce qu'ils ont dit « Non, merci. Nous ne voulons pas de ça ». Et c'est un bon signe pour moi que beaucoup de Russes ne veulent pas non plus cette guerre. La chose intéressante à propos de l'affaire Prigozhin est qu'il a marché sur Moscou, oui, mais pas pour se débarrasser de Vladimir Poutine. Il a dit qu'il voulait se débarrasser des chefs militaires car il n'était pas d'accord avec la façon dont l'armée menait la guerre. Il n'était pas contre la guerre elle-même, juste contre la façon dont elle était menée. C'est pourquoi, s'il s'agissait d'une tentative de coup d'État,
Ce serait la tentative de coup d'État la plus étrange au monde. C'est comme dire, je ne suis pas d'accord avec M. Biden, donc je marche sur Washington avec des chars pour remplacer le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, et non M. Biden. C'est la tentative de coup d'État la plus étrange au monde. Donc, la chose est que Prigozhin ne pouvait pas être en désaccord avec la guerre. Je pense que c'est parce que beaucoup d'ennemis directs de Vladimir Poutine finissent par mourir, n'est-ce pas? Et Prigozhin est maintenant mort, n'est-ce pas? Oui, un crash d'avion, en Russie. Je pense qu'il aurait dû être un peu plus prudent. Vous savez, et je pense qu'il essayait de résister indirectement. Je pense que sa protestation était probablement militaire, comme une protestation militaire interne. Il n'aimait pas comment les choses étaient gérées, mais Poutine n'était pas d'accord. Je trouve intéressant comment il s'habille. Regardez comment M. Poutine porte un costume. Il ne veut même pas appeler ça une guerre avec l'Ukraine. Mais le président ukrainien, vous savez, il porte tout le temps une tenue militaire. Il est toujours en treillis, n'est-ce pas? Plus de costume. Il en portait avant. Il essaie de rappeler à tout le monde, je suis un président en temps de guerre. Et donc, ils essaient de faire la guerre. C'est ainsi que ça me semble, beaucoup de mise en scène, n'est-ce pas? Nous avons des dirigeants occidentaux, y compris M. Biden, qui peuvent entrer et sortir de Kiev quand ils le veulent, n'est-ce pas? C'est une guerre, mais c'est une guerre qui est extrêmement politique. La Russie ne cherche pas à anéantir la nation ukrainienne. La Russie ne tente pas de mener un holocauste contre les Ukrainiens. Il s'agit clairement de politique. C'est la politique par d'autres moyens, comme Clausewitz l'a décrit. Ne devrions-nous pas reculer et essayer de dire, d'accord, cela doit se terminer par des négociations. Évidemment, c'est une guerre. Il y a des négociations militaires en cours, et nous devrions calmer le jeu. Donald Trump a affirmé, et je ne sais pas s'il pourrait vraiment le faire, mais il a affirmé qu'il mettrait fin à la guerre dès le premier jour. Il a dit qu'il mettrait fin à cette guerre. Ensuite, Ron DeSantis a dit, d'accord, dis-nous comment, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'il y a un peu de fanfaronnade chez Trump. Mais beaucoup de gens craignent un statu quo. Cependant, je pense que quelque chose va se passer. Je ne sais pas quoi, mais il y a trop de nouveaux types d'armes. Par exemple, la Russie pourrait utiliser des EMP sur certaines parties de l'Ukraine pour montrer qu'ils sont sérieux. Ils pourraient faire exploser des armes nucléaires, non pour l'effet nucléaire, mais pour l'EMP afin de neutraliser les appareils électroniques. Maintenant, ils ne veulent probablement pas le faire, mais ils pourraient certainement le faire pour montrer leur force et leur détermination. Je ne sais pas s'il y a un soutien intérieur pour que Poutine le fasse ou non, car il ne l'a pas encore fait. Les États-Unis et l'OTAN ont commencé à fournir à l'Ukraine des armes avancées. J'ai lu un article aujourd'hui sur la façon dont les missiles de croisière occidentaux peuvent pénétrer les défenses aériennes russes. Nous considérions que les nouvelles défenses aériennes russes étaient assez bonnes. Mais apparemment, nous venons seulement de donner à l'Ukraine certains des meilleurs missiles de croisière, et ils passent à travers. Cela signifie qu'ils pourraient frapper n'importe quelle cible qu'ils veulent, en fonction de la portée de l'arme que nous leur donnons. Donc, je pense que quelque chose va se passer pour mettre fin à ce statu quo. Ce ne sera peut-être pas joli, mais ce sera militairement. Voulez-vous dire mettre fin à l'impasse militaire? Je le pense aussi. La menace de cela est ce que Poutine a utilisé pour essayer de les pousser à négocier. Tout comme je comprends pourquoi les Ukrainiens se battent, je comprends aussi pourquoi ils ne veulent pas céder de territoire. Par exemple, même les États-Unis ne voudraient pas abandonner Hawaï, malgré le fait que cela représente, je ne sais pas, 1% de notre territoire. C'est toujours une question de prestige national, n'est-ce pas? Nous perdrons un État parce que quelqu'un l'a exigé. Je comprends pourquoi ils ne voudraient pas faire cela. Cependant, je pense qu'ils devraient permettre des élections justes. Si ces États ne veulent vraiment pas faire partie de l'Ukraine, alors ils devraient être autorisés à choisir leur propre voie. L'Ukraine devrait également être autorisée à suivre sa propre voie. Mais je crois que quelque chose va se passer pour briser cette impasse. J'ai entendu différentes projections, et je ne les aime pas, mais je crois que quelque chose va se passer. N'avez-vous pas peur de cela? N'avez-vous pas peur que nous puissions assister à une escalade plus importante? Parce que la guerre pourrait empirer. Elle pourrait empirer. Si cela devient une guerre entre l'OTAN et la Russie, nous pourrions avoir des détonations nucléaires sur Washington et pas seulement sur Kiev. J'aime les Russes car ce sont des joueurs d'échecs. Ils calculent. Cependant, ils n'ont pas très bien calculé en Ukraine. Je pense qu'ils pensaient la conquérir en 3 semaines. Ils ont mal calculé, mais au moins ils font des calculs. Ils réaliseront que si nos missiles de croisière parviennent à traverser leurs défenses aériennes, nos missiles de croisière nucléaires pourraient aussi le faire. Ils comprendront cela. Autant que je sache, les généraux russes doivent être d'accord avec tout ordre de lancement d'armes nucléaires. Dans le passé, ils ont reçu des ordres de lancement mais ne les ont pas exécutés.
Il y a eu des moments où ils n'ont pas eu de nouvelles de leur sous-marin nucléaire. Heureusement, ils n'ont pas lancé. Vous en savez peut-être plus que moi, mais dans les années 80, ils ont reçu une fausse alerte. Le Soleil a déclenché leurs capteurs infrarouges. Ils étaient censés lancer une attaque contre les États-Unis, mais ils ne l'ont pas fait. Ce serait la mort, mais pas à cause de l'ordre du personnel. C'était à cause d'un petit gars qui n'a pas appuyé sur le bouton au sol. Donc, je veux dire, c'est le petit gars qui nous a sauvés, pas les joueurs d'échecs. J'espère que Dieu continue d'inspirer ces petits gars en Russie et en Amérique pour éviter que cela se déclenche. On pourrait imaginer un scénario où l'Iran appelle Israël le petit Satan et les États-Unis le grand Satan. Il ne faudrait pas grand-chose. Imaginez si l'Iran avait quelques armes nucléaires. Il pourrait les mettre sur un sous-marin et les lancer dans la zone contestée en Ukraine, n'est-ce pas? Il pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Mais jusqu'à présent, rien de tel ne s'est produit. Je ne pense pas que quiconque le veuille réellement. Je pense que les Russes ne le veulent pas. Ils aiment le menacer, mais cela n'a fait que pousser la Suède et la Finlande vers l'OTAN. Ils devraient essayer de comprendre que l'usage de la force ne fera que repousser les gens loin d'eux. D'un autre côté, laissez-moi utiliser cela comme une transition vers un autre sujet. Comment percevez-vous ce qui se passe entre la Russie et la Chine? Certaines personnes le décrivent comme une alliance. Le voyez-vous de cette façon? Car avec votre argument, on pourrait aussi dire que nous rapprochons simplement la Russie et la Chine, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont aussi eu des guerres, non? Donc ils ne se font confiance que jusqu'à un certain point. Il pourrait s'agir d'une alliance de convenance. La Russie a besoin d'armes de la Corée du Nord et de l'Iran. La Chine a été un peu neutre, disant qu'elle ne veut pas fournir complètement la Russie en armes. Donc, la Chine fait attention. Je pense que personne ne surveille ce qui se passe en Ukraine comme le fait la Chine. S'ils ont des visées sur Taïwan, ils voudront surveiller la performance des missiles de croisière et la détermination des États-Unis à protéger un allié. Il est très important de savoir comment cette guerre se déroule. C'est une autre raison pour laquelle je sais que la Chine surveille. Je préférerais que tout le monde reste en dehors du territoire des autres. Je ne pense pas que la Chine ait besoin de prendre Taïwan. Ils avaient Hong Kong. Ils auraient pu laisser Hong Kong être libre, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Ils devraient tous apprendre qu'une association basée sur la liberté est plus forte et meilleure. C'est ainsi qu'ils devraient essayer de gagner leur sphère d'influence. Puis-je revenir sur cela? Actuellement, les États-Unis occupent toujours un tiers de la Syrie. Si nous disons que tout le monde peut choisir ses alliances, ne devrions-nous pas également plaider pour le retrait des interventions étrangères des États-Unis? Plus d'interventions étrangères. Sortez de la Syrie, retirez ces bases militaires là où elles sont les plus flagrantes. Par exemple, à Cuba, les Cubains ne veulent plus que la baie de Guantanamo soit exploitée par les États-Unis. Cependant, les États-Unis insistent pour rester, affirmant qu'ils ont un traité. Ils maintiennent leur personnel là-bas parce qu'ils ont des armes. Donc, même si les Cubains leur demandent de partir, les États-Unis ne partent pas. Ne devrait-on pas appliquer le même principe? La Syrie, si l'on regarde en arrière quelques années, était en quelque sorte une bonne nouvelle. Barack Obama voulait étendre la guerre en Syrie. Il voulait envoyer plus de forces américaines et a déclaré que nous avions besoin de cela pour vaincre ce qu'il appelait le Levant. Le président Trump l'a qualifié d'ISIS. Mais le peuple américain a résisté. Ils ont dit non. Nous sommes en guerre en Afghanistan depuis si longtemps, nous ne voulons pas nous impliquer en Syrie. Les Américains, en général, ne comprennent pas le problème. Ils ont résisté à Obama et ont dit que nous ne voulions pas cela. Je trouvais ça génial. Les Américains peuvent être trompés dans la guerre. Nous sommes enthousiastes et voulons soutenir le petit gars. Nous avons été entraînés dans des guerres injustement. Mais nous avons évité une escalade en Syrie. Le problème est délicat. Si vous laissez un vide, qui va le remplir? Nous devrions conclure un accord pour que tout le monde quitte la Syrie. Mais alors, si nous partons, l'Iran va-t-il s'infiltrer, ou la Russie va-t-elle revenir? La Russie est présente en Syrie depuis longtemps. La Syrie est un peu différente car elle a un gouvernement reconnu internationalement, le gouvernement Assad, qui contrôle environ un tiers à la moitié du pays. Ensuite, il y a les Turcs qui contrôlent une partie, et les États-Unis, qui sont également présents dans la région. Le gouvernement syrien revendique cette terre comme sienne, affirmant qu'elle devrait être gouvernée par la Syrie. Monsieur Assad était récemment en Chine, et les Chinois reconnaissent le gouvernement syrien. En fait, une part significative de la population mondiale, je dirais les 2 tiers, voire les 3/4,
reconnaît le gouvernement syrien. Il pourrait immédiatement prendre le contrôle de ces zones. Ces zones sont celles qui possèdent le pétrole. Nous le savons grâce à Donald Trump, qui a déclaré en 2017 « Ne vous inquiétez pas, nous avons le pétrole, nous gardons le pétrole est en sécurité ». Cette déclaration soulève la question de pourquoi les États-Unis occupent des endroits à travers le monde. Je pense que c'est en partie parce que nous avons une certaine confiance et que nous sommes partenaires avec Israël, n'est-ce pas? Nous sommes alliés avec Israël. Et je pense que c'est en partie parce que nous craignons que la Syrie ne devienne un État proxy pour l'Iran, qui déteste Israël. Vont-ils permettre des attaques ou des forces à être rassemblées? Et je pense que nous avons toujours un œil là-dessus autour d'Israël. Nous ne nous inquiétons pas pour la Jordanie, n'est-ce pas? Ils n'essaient pas de faire la guerre à Israël. Il en va de même pour l'Égypte. L'Égypte est en paix avec Israël depuis des décennies maintenant. Même les Saoudiens ont été plus acceptants envers Israël. Ils ont autorisé certains droits de survol et ont essentiellement fait comprendre que si Israël voulait bombarder l'Iran pour arrêter leur programme nucléaire, l'Arabie saoudite regarderait probablement ailleurs, n'est-ce pas? Je pense que nous avons construit une certaine confiance là-bas, et c'est un problème parce que Biden a fait un travail terrible avec l'Arabie saoudite. Ils étaient autrefois un grand allié des États-Unis, mais maintenant les Chinois et les Russes font des progrès là-bas. C'est le problème de se retirer des endroits où nous avons un intérêt. Il en va de même pour la Turquie. Je veux dire, ils sont très amicaux avec la Russie, mais ils sont techniquement membres de l'OTAN. Nous devons surveiller cela car nous avons un terme, vous savez, ennemi-ami. Vous avez probablement entendu ce terme, n'est-ce pas? C'est un peu des deux. Et nous ne voulons pas vraiment d'ennemis amis. Mais ces situations sont complexes. Nous parlons de tous ces pays, n'est-ce pas? Mais les gens veulent la liberté. Et je pense vraiment que c'est ce pourquoi l'Amérique devrait se battre. Mais qu'en est-il de la liberté des Palestiniens? Parce que dans l'équation, Palestine contre Israël, les Palestiniens sont les petits, n'est-ce pas? Et les Palestiniens, alors? Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le monde était compatissant envers les Juifs qui avaient souffert en Allemagne, nous avons été témoins de l'accomplissement d'une prédiction biblique. Elle affirmait qu'Israël redeviendrait une nation en un jour, ce qui s'est réalisé. C'est très rare, car les nations émergent généralement après des luttes prolongées. Cependant, Israël a été établi comme nation en un seul jour. Malgré les guerres immédiates qui ont suivi, la Jordanie a été créée comme solution. Beaucoup de gens oublient cela, mais la Jordanie était destinée à être un lieu pour ceux qui se trouvaient dans le nouveau territoire d'Israël et ne voulaient pas vivre sous le régime israélien. Ils étaient les bienvenus pour s'installer en Jordanie. En fin de compte, la Jordanie était la solution à deux États originales. Mais là, on parle de nettoyage ethnique. Si l'idée est que les Palestiniens doivent abandonner leurs terres et déménager tous en Jordanie, c'est la définition du nettoyage ethnique. Eh bien, c'était un choix, n'est-ce pas? Donc, si l'on choisit de rester en Israël, alors ils acceptaient d'être sous la domination israélienne. Je pense que c'est la raison principale de l'établissement de la Jordanie. Vous voyez, je suis aussi un allié d'Israël. Je constate que tout le monde veut continuellement empiéter sur Israël, et il y a toujours tellement à empiéter, n'est-ce pas? Et je pense que s'ils sont pacifiques, alors ils sont traités raisonnablement en tant que citoyens. Ils ont des membres de la Knesset qui sont palestiniens, n'est-ce pas? Donc, ils ont une certaine représentation. Oui, mais le problème principal d'Israël est qu'il y a ces territoires palestiniens qui ne font pas partie de l'État israélien, n'est-ce pas? Et on espérait qu'ils deviendraient un jour partie d'un État palestinien. S'il y a un État palestinien, alors vous avez les Israéliens d'un côté et les Palestiniens de l'autre. Mais c'est quelque chose à quoi Israël ne consent pas. Mais si Israël intègre effectivement tous ces territoires à Israël et accorde à tout le monde des droits égaux, alors vous avez soudain un État où 55% ou 60% de la population ne sont pas juifs. La majorité est palestinienne. Et c'est quelque chose que le gouvernement israélien ne veut pas non plus. Il veut la terre mais ne veut pas les gens. Donc ce que nous disons est en fait ce que vous dites. La stratégie israélienne est d'une manière ou d'une autre de se débarrasser des gens mais de garder la terre. Et c'est un crime contre l'humanité selon la Charte des Nations Unies, n'est-ce pas? Comment? C'est juste à cause de la liberté? Vous savez, la liberté est l'aspect de la liberté. La liberté est la liberté des Palestiniens de vivre sur leur terre. Pourquoi les États-Unis ne soutiennent-ils pas cela? Ou pourquoi ne le faites-vous pas? Pas les États-Unis, mais vous. Vous ne parlez pas au nom des États-Unis. Israël est un peu différent car nous avons discuté de géopolitique. J'ai une opinion, et vous avez une opinion. Nous regardons des faits différents et les interprétons à notre manière. Mais parlons d'Israël. Israël est unique, surtout d'un point de vue américain.
Beaucoup d'entre nous sont des chrétiens croyants de la Bible, et je le suis aussi. Nous croyons que cette terre a été donnée aux Israéliens par Dieu. Dieu leur a dit de ne pas diviser la terre. À l'origine, Israël était beaucoup plus grand. Le conseil de ne pas diviser la terre semble judicieux car chaque fois qu'Israël a échangé des terres contre la paix n'a pas suivi. Ils ont abandonné des terres, comme la grande zone désertique qu'ils ont rendue à l'Égypte. Les relations avec l'Égypte se sont améliorées, mais Israël a fait des concessions pour la paix auparavant, pour ensuite faire face à de nouvelles demandes de plus de terres. Je crois que si les Palestiniens n'attaquaient pas Israël, s'ils ne construisaient pas de tunnels sous les murs, s'ils n'attaquaient pas les écoles et s'ils ne commettaient pas d'attentats, Israël les traiterait bien. Aux États-Unis, nous avons de nombreuses nationalités différentes, et je ne pense pas que l'une d'entre elles soit vraiment persécutée. Nous faisons un bon travail d'intégration des gens. Les immigrants peuvent venir ici et s'assimiler, jouissant des mêmes droits que ceux nés ici. Je pense qu'Israël serait pareil s'il n'était pas constamment attaqué. Abriter des terroristes est un problème. C'est ainsi que je vois la question palestinienne. Ils font des revendications, mais ils n'agissent pas en tant que citoyens pacifiques. Si vous agissez comme des terroristes, vous serez traités comme tels. Vous avez plaidé en faveur du droit de l'Ukraine à défendre son territoire. Les Palestiniens ont également un territoire reconnu par l'ONU. Pourtant, Israël continue de construire des colonies dessus. Lorsque les Palestiniens résistent, comme le font les Ukrainiens, vous semblez comprendre pourquoi les Ukrainiens se battent pour leurs terres. Cependant, vous suggérez que les Palestiniens ne devraient pas se battre pour la leur. Au lieu de cela, ils devraient accepter d'être des membres non votants d'un État. De qui était la terre? Si l'on remonte assez loin, c'était la terre d'Israël, n'est-ce pas? C'était à l'origine la terre d'Israël il y a 2000 ans. Et c'est là que je pense que la Bible entre en jeu. Cela rend Israël différent de tous les autres pays de la terre parce que Dieu a dit « Je vais vous disperser, puis je vais vous rappeler ». Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a dit qu'il y avait des promesses qu'il récupérerait Jérusalem, et ils ont récupéré Jérusalem, n'est-ce pas? Israël est un cas très spécial. Les Israéliens sont commandés, même dans l'Ancien Testament, auquel les Juifs croient, de traiter gentiment l'étranger et l'inconnu. Ils devraient le faire. Maintenant, s'ils sont attaqués, ils peuvent se défendre. Donc, ils peuvent avoir besoin de donner une leçon. Oui, je suis assez sûr que la Chine appréciera ce genre d'argument. Les Chinois soutiennent constamment que Taïwan leur appartient en raison de revendications historiques. Donc, si la prépondérance historique légitime le pouvoir, cela soutient leur position. Cependant, Dieu n'a pas accordé Taïwan aux Taïwanais dans la Bible avec une déclaration que c'est leur terre, à ne pas diviser, et avec une promesse de défense et d'encouragement à se battre pour elle. Ont-ils dit cela aux Juifs, n'est-ce pas? Maintenant, ils sont de retour en Israël, ce qui est une question complètement différente. C'est juste une situation différente. Cependant, je dirais ceci. Quiconque a essayé de diviser Israël pourrait faire face à des conséquences. C'est peut-être pourquoi Donald Trump n'est plus président. Permettez-moi de partager mon point de vue religieux un instant. Il y a un dicton selon lequel ceux qui essaient de diviser Israël seront eux-mêmes divisés. Il y a aussi la croyance que si vous bénissez Israël, vous serez béni, et si vous maudissez Israël, vous serez maudit. Ainsi, lorsque les politiciens américains suggèrent de diviser davantage Israël, je pense que c'est une mauvaise idée. Ils ne devraient pas faire cela. Au lieu de cela, laissez Israël essayer de vivre en paix avec ses voisins autant que possible. Mon conseil aux Palestiniens est d'arrêter d'élire des dirigeants qui veulent faire la guerre à Israël. S'ils vivent en tant que citoyens pacifiques, ils seront traités comme tels. Abandonner la Palestine? Plus de Palestine? Faut-il renoncer à l'idée d'un État palestinien? Est-ce cela le point? Disons simplement qu'ils étaient un peu. Et qu'est-ce qu'un Palestinien? La plupart des Palestiniens sont en réalité des Égyptiens, n'est-ce pas? Ils avaient un pays. Ils avaient l'Égypte, n'est-ce pas? Donc c'est un terme inventé. Même les Romains appelaient les Juifs qui vivaient là-bas des Palestiniens, n'est-ce pas? C'était toute la Palestine pour eux. Mais c'est vraiment Israël. Donc peut-être étaient-ils des squatteurs, n'est-ce pas? Mais maintenant le propriétaire est de retour dans la maison. Donc c'est leur terre. Comme je le dis, c'est un cas spécial. Je vois Israël différemment des autres pays, n'est-ce pas? Donc vous comprenez ce point de vue, aussi, séparé des autres. Et je pense que les politiciens américains devraient être prudents avec Israël. Nous devrions être un allié et un ami pour eux. Pourtant, un ami peut aussi dire « Et, nous pensons que vous faites fausse route. Ne persécutez pas ces gens inutilement. Traitez-les comme des citoyens dignes. S'ils sont des terroristes, alors oui, vous pouvez les poursuivre, mais traitez-les comme vous voudriez être traités. Donc je pense que c'est ainsi que nous devrions traiter Israël. Vous devez être un bon État-nation, n'est-ce pas, et traiter tout le monde à l'intérieur de vos frontières correctement. D'accord. Bob, je pense que nous pouvons convenir que nous voulons que les gens vivent en paix et prospèrent dans le monde. Nous ne voyons pas les choses de la même manière, mais cela fait une heure. Donc,
Je tiens à vous remercier beaucoup d'avoir pris le temps de parler aujourd'hui. Thank you. Merci, vous êtes très courtois, Pascal. J'apprécie de parler avec vous.